Bonjour à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Bonjour Sid, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Bonjour à tous, bonjour Kira. J'ai fait cette semaine pas mal de choses sous tes recommandations en plus. Donc, Suicide Squad, Peacemaker, donc très très cool. C'était une bonne recommandation en effet. Et hier, le spectacle de Kian Kojandi, le gars de Bref, que je recommande chaudement, c'était très cool. T'as kiffé Peacemaker ? Là, j'en suis à l'épisode 5 et franchement, j'aime beaucoup. Oh oui, donc t'es vers la fin, donc c'est cool. Ah, carrément. Moi, cette semaine, j'ai fait un petit peu de Ghost Recon Future Soldier. J'ai ressorti un ancien jeu, j'avais envie de Ghost Recon, que j'ai fait un petit peu de ça, et j'ai testé aussi The Division, premier du nom, que je n'avais pas fait à l'époque. J'avais fait uniquement le 2, et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc là, je crois que je suis en train d'entamer un petit cycle Tom Clancy, en fait. Ah, pas mal. Donc ça sent le Splinter Cell, ça sent le retour de l'âge d'or d'Ubisoft, on va dire. C'est un peu ma manière de leur rendre hommage pendant cette période de détresse. Dans ces temps troubles. Et un peu de Mythic Quest aussi, je crois, non ? Et Mythic Quest, ouais, je suis à la saison 2, épisode 2-6. Petit point réseaux sociaux, petit point sommaire aussi. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Callisto Protocol, de Returnal, de Suicide Squad le jeu, que tu vas parler un petit peu de monétisation, je crois. Oh oui. La Switch qui bat encore un record, et Hogwarts Legacy, où tu as des petits conseils à nos auditeurs à donner. Le test aussi, le test Moonlighter et le film Barbare, le film d'horreur en sujet hors sujet. Et je disais donc les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. On aime bien mettre des screens des jeux, des trailers pour illustrer un petit peu les podcasts que l'on explique à l'audio. Donc ça, c'est pas mal pour mettre un petit peu des images sur les mots. Et bien évidemment, on partage avec vous, si vous avez des choses des suggestions ou des choses à nous dire, n'hésitez pas. C'est un bon programme déjà pour l'émission. Et puis on va commencer du coup par la première news. Alors, le beat de Callisto Protocol. Donc, The Callisto Protocol était attendu avec impatience par les fans de Dead Space, dont moi, clairement. J'ai fait un test, d'ailleurs, justement, lors d'un épisode, pour ne finalement pas être à la hauteur des espérances pour pas mal de joueurs. The Callisto Protocol a divisé avec une note presse de 70 sur 100, et la note métacritique des joueurs, 6,8 sur 10. Donc, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est pas non plus la bombe escomptée. Pourquoi je parle de bombe ? C'est parce que d'après MK Odyssey, en fait, The Callisto Protocol aurait coûté en frais de développement 162 millions de dollars. Waouh. Donc ce qui est quand même beaucoup. C'est énorme. Est dans une somme, c'est une somme digne d'un AAA, concrètement. Krafton a fait fort pour son premier jeu, car c'est une toute nouvelle licence, et même si le genre est populaire actuellement, il y a quand même une forte concurrence dans le domaine, en fait, avec des franchises très bien installées. L'éditeur envisageait de vendre 5 millions de copies pour se rapprocher des 6 millions du Resident Evil Village. Ce qui est quand même, pour le coup, assez vénère, car une nouvelle licence, ça peut très bien cartonner comme ça peut se casser la gueule, mais là, c'est vraiment le combo nouvelle licence, jeu de niche quand même, parce que Survival Horror, ça touche pas le grand public non plus, et en plus, c'est un nouveau studio, en fait. Donc, on se retrouve vraiment avec 3 inconnus, et c'est vrai que là, ils ont peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Là où ça fait un peu mal, c'est que le jeu aurait du mal à atteindre les 2 millions de ventes cumulées. Donc, pour le coup, on peut parler de bide, en fait. Surtout qu'il est sorti en période de Noël. Donc moi, ça me rend un peu triste, parce que le jeu est vraiment bien. J'ai vu qu'il a été bâché par pas mal de personnes, par son côté un petit peu old school au niveau du gameplay, mais j'ai trouvé ça quand même très rafraîchissant et très, vraiment passionnant à jouer. Donc je pense pas que le jeu mérite autant de haine comme je le vois sur internet. Après, il y a beaucoup de pros Dead Space qui attendent avec impatience le remake, qui malheureusement engendre du review bombing en fait, et essaye de défoncer le jeu, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé derrière, quoi. Ouais, c'est dommage. Puis on parle quand même d'un jeu à 167 millions de patates, quoi. Bah oui, c'est clair, ça a coûté cher, et je me dis peut-être que du coup il arrivera assez vite sur les plateformes, peut-être de Game Pass ou PS Plus, parce qu'on sait que c'est une des façons pour les éditeurs de
de faire augmenter le chiffre d'affaires un petit peu artificiellement, mais en tout cas de donner une seconde vie. Et je crois aussi, j'ai vu là en news que le New Game Plus a dû arriver hier ou cette semaine. Enfin, il est arrivé hier lors de la dernière Mage. Donc ça, je me dis, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas tout prévu au moment de la sortie, quoi. Ça aurait pu aider, je pense. Comme je le disais quand j'avais fait le test, en fait, le jeu a profité malheureusement de tous les pires couacs de communication en fait du jeu vidéo actuel. Season Pass hors de prix est quand même assez inutile, avec des morts rajoutées, des choses comme ça. Le jeu était pas mal buggé essentiellement quand on passait en mode fluidité et sur all gen, ce qui n'était pas le cas pour le coup en mode résolution. Voilà. Okay. Ce qui n'était pas le cas en mode résolution. Et je pense que le jeu en a vraiment pâti pour le coup, ce qui est quand même dommage parce que ça reste un très bon soft. Parlons de Returnal sur PC. Donc, jeu sorti initialement en avril 2021. Le développeur, c'est Housemarque. Donc, pour rappeler un petit peu, c'est un développeur finlandais qui faisait surtout des jeux pour le PS Store, pour Sony. Il avait fait Dead Nation. Je sais pas si tu te souviens, Dead Nation, c'était pas mal, un petit jeu de zombies vu du dessus. C'était cool, ouais, carrément. C'était même très très bien. Ouais, très très bien. Il a fait Stardust aussi. Cet éditeur a été racheté par Sony un petit peu après le succès du coup de Returnal. Et qu'est-ce que ce jeu Returnal ? Ça me donne l'occasion de cette news un petit peu en parler. Donc parce que je l'ai adoré et c'est pour moi mon GOTY de 2021. C'est It-Take-Two qui avait gagné le Game of the Year 2021. Mais moi c'était vraiment Returnal. Donc c'est un roguelite. Donc je reviendrai à mon test un petit peu sur ce qu'est un roguelike. En mode on voit le personnage là de dos. C'est un jeu de tir en fait, d'action. Et on suit une Selene qui est une voyageuse stellaire qui se retrouve un petit peu piégée, enfin pas qu'un petit peu, qui se retrouve piégée dans une boucle temporelle. Il est très mal designé ce personnage d'ailleurs. On dirait Hélène DeGeneres quoi, c'est flippant. Je sais pas si elle a eu beaucoup de succès en tout cas sur le sur son design, mais le jeu a bien marché. Donc elle se retrouve piégée sur une boucle temporelle comme je disais, elle s'échoue sur la planète Atropos. Et en gros, c'est un thriller science-fiction où on suit du coup Selene qui tente de survivre dans un environnement ultra hostile avec des ruines un petit peu mystérieuses d'un monde extraterrestre et tout. Enfin, l'ambiance est vraiment vraiment sympa. Ça fait très penser à Alien, hein, évidemment. Il y a plein de références à Giger. Et ce jeu donc avait gagné le BAFTA Game Awards, donc c'est la cérémonie anglaise pour les Game Awards ils font aussi des films. Donc jeu ultra dynamique avec un très bon son, graphiquement c'était vraiment un jeu next-gen, enfin vraiment un super jeu. Et donc ce titre arrive sur PC le 15 février pour 60€. Et donc ça confirme la stratégie dont on parlait, Kira, un petit peu sur nos anciens podcasts, la stratégie de Sony à s'étendre sur la plateforme PC pour donner, justement, comme je disais, une seconde jeunesse à leur jeu. Et ça fonctionne, parce que God of War ou Spider-Man qui sont toujours dans les top des jeux vendus. Et c'est bien. Bon, par contre, pour Returnal, il faut quand même évidemment une config un petit peu solide, bien qu'il y a 5 modes de configuration différents, mais pour bénéficier d'un jeu avec le rendu de la PS5, il faut quand même les specs sont dispo sur Internet, mais le ray tracing est pris en charge, il faut un SSD parce que grâce à la PS5 ou aux consoles de nouvelle génération, ça charge très vite, donc pour retrouver cette sensation-là, il faut un SSD. Le son Atmos et spatialisé est pris en compte, parce que Sony avait un petit peu vendu ce jeu autour de la spatialisation du son qui était vraiment très bien faite pour le coup, et c'est pris en charge aussi sur PC, et on bénéficie aussi des optimisations de framerate grâce à Nvidia ou AMD et leurs technologies qui permettent d'optimiser tout ça. Donc je trouve ça vraiment très cool, les joueurs PC vont se faire plaisir à mon avis, surtout que ce jeu il avait eu un DLC gratuit, on peut faire de la coop, ils ont rajouté pas mal de choses dans le jeu, donc ils ont pris soin de ce titre qui est un excellent jeu. Donc je recommande, et c'est très cool pour nos joueurs PC qui vont pouvoir découvrir ce titre qui jusque-là était exclusif du coup. Exactement, c'est une bonne nouvelle, les joueurs PC vont être ravis. En plus, c'est un style de jeu, le roguelike, qui marche très bien sur PC, enfin qui est populaire. Donc je suis certain, avoir les chiffres de vente, ça va être intéressant. Mais en tout cas, ça confirme la stratégie, Kira, on le savait, que étendre sur le PC, c'est une source de chiffre d'affaires très très importante pour Sony. Des fuites sur la monétisation de Suicide Squad. Il y a des fuites concernant donc le jeu Suicide Squad qui font déjà polémique. Pourquoi ? Car les microtransactions occuperaient une place importante au sein du titre en fait. Donc le cancer du jeu vidéo, le retour. Ouais.
Donc ça soulève forcément des inquiétudes, hein. Moi le premier, car des images tirées de la version alpha du jeu sont apparues sur la toile. On remarque un menu qui ressemble fortement à celui de Call of Duty Warzone 2 ou même au dernier Battlefield. Donc c'est un menu classique, hein, qui ressemble les 4 héros du jeu, hein, avec un design, ma foi, assez dégueulasse. J'espère qu'il y aura des skins. Oui, j'attache beaucoup d'importance au design. Des skins payants? Oui, de skins payants. Après, payants, du moment que je change leur tronche, moi ça me va. Le multijoueur le multijoueur sera donc bien mis en avant et on peut même apercevoir l'option matchmaking à gauche, l'onglet social. Mais là où ça devient un petit peu inquiétant, c'est qu'il y a un menu qui s'appelle Battle Pass, ainsi que plusieurs types de monnaies qui apparaissent en haut à droite de l'écran, en fait. Donc ça laisse présager d'un système assez poussé de microtransactions avec diverses devises qui permettent d'acheter des articles cosmétiques ou des avantages en jeu. Un peu comme le dernier Marvel's Avengers. Déjà, c'est ce qui avait contribué à bouder le dernier jeu Avenger, hein. C'est à cause de toutes ces microtransactions qui étaient un petit peu abusées. Il manque plus que le combo lootbox et là on a la totale. Clairement, il manque plus que le combo. T'étais client de ce jeu, toi? Lootbox. Avenger, oui, mais pas pour la partie multi. Moi, je l'ai fait intégralement en solo parce que j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa et au final, même si le gameplay était un peu simple, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai pas acheté de costumes ou de choses comme ça. J'en ai gagné quelques-uns, mais j'ai pas envie de dépenser pour des costumes à 15 balles, hein, concrètement, c'est un peu chéro, quoi. Mais en l'état, oui, j'ai fait Marvel Avenger. Là, ce qui m'embête plus, c'est que même s'il y a une composante multijoueur, le fait de rajouter un Battle Pass, si c'est pas bien dosé, en fait, ça risque de déséquilibrer complètement la partie multi, en fait. Et oui, ça m'embête. Et encore une fois, quand tu payes un jeu 70 balles, c'est un peu chiant d'avoir 4 monnaies différentes dans ton jeu, d'avoir un Battle Pass que tu vas payer peut-être 20 € et à côté des skins que tu peux racheter entre 5 et 10 € chacun. C'est un peu... franchement, c'est vraiment le cancer du jeu vidéo parce que là, on a vraiment... moi j'ai l'impression d'être pris pour une putain de vache à lait, en fait. On me dit hey, t'es content, tu kiffes, vas-y paye. Ouais. Warner s'est planté avec le dernier Gotham Knight. Là ils sont en train de faire un truc un peu toxique dans un autre genre sur leur autre licence d'essai. Jusqu'où ça va aller, en fait, tu vois. Donc c'était un petit coup de gueule pour cette news. Non, mais c'est justifié parce que t'as raison, tu parles en même temps d'un problème qui touche beaucoup de jeux maintenant, cette monétisation à outrance. Et est-ce qu'il y aura la belette ou la fouine, tu sais, du... La belette. C'était une belette. La belette complètement horrible du film Suicide Squad qui était excellente. Par contre, si elle est dedans, je paye pour avoir ce personnage. Là, il n'y a pas de débat. Alors moi aussi. Alors là, je suis pour. Obligé, le meilleur personnage du film. Hein. Ouais. Mais il faut regarder ce deuxième film Suicide Squad, il était vraiment excellent. Ouais. Par rapport au premier, il n'y a pas photo. Carrément. Bon, je vais vous parler d'une petite console que certains connaissent, une console de niche qui s'appelle la Switch. Donc, je ne sais pas si vous connaissez vraiment, mais en tout cas, je connais pas du tout. Console la plus vendue de tous les temps en France. Ça y est, c'est tombé. Donc, elle a fait plus de 7 millions de ventes, quasiment 1 million en 2022. Donc, elle se vend encore comme des petits pains. Nintendo annonce... Tiens-toi bien, Kira, et ça m'étonnait. Continue à augmenter le volume de production des consoles. Donc, elle est sortie en 2017. Et là, ils vont encore en 2023 essayer d'en produire encore plus. Donc, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Tout va bien pour Nintendo, vous en doutez. S'ils augmentent les volumes de consoles de production pour leur Switch, j'imagine que, comme on le disait, la Switch Pro ou une version retravaillée, c'est pas pour tout de suite. Et elle arrive numéro 5. Et c'est pas terminé, évidemment, des consoles les plus vendues de tous les temps. Est-ce que tu connais un petit peu le top des consoles les plus vendues, Kira? Tu penses que c'est quoi? Je dirais donc la Switch, la PlayStation 2, ouais. La Wii, je pense. Ensuite, la PlayStation 4. Presque, il t'en manque une. Et la Game Boy. Ah, la Game Boy. Ah, Game Boy. Donc, en 1, c'est la PlayStation 2, 155 millions de copies, quand même, de consoles. En 2, la DS. Quand même. La DS, quand même. Ok, ouais. Tu vois, avec le professeur Kawashima ou je sais plus quoi, là. Enfin, ils en ont vendu des caisses avec Nintendo. Tout le monde l'avait, celle-ci. Le Game Boy, ou la Game Boy, après. Moi, je suis plutôt team la Game Boy. PS4 après. Moi, le Game Boy. Et Nintendo Switch. Et la Wii, donc, la Switch a déjà bien dépassé la Wii, parce que la Switch, là, elle a fait 115 millions de ventes, et la Wii en a fait 100 millions.
Donc tu vois, il y a déjà 15 millions de consoles vendues en plus. C'est fou, je pensais qu'il y avait plus de Wii vendus, parce qu'on en trouvait même chez les grands-parents limite. Enfin, tu vois, c'était un peu la console qu'on trouvait partout. Et ben ça y est, la Switch a dépassé. Après, je me suis dit, pareil, je regardais un peu les chiffres, je me dis, la Switch, je pense qu'il y en a plusieurs par foyer souvent. Parce que tu vois, quand il y a des enfants, je pense que c'est la console qu'on achète plusieurs fois dans un même foyer, là où la Wii n'avait pas ça, tu vois. La Wii peut-être Oui, c'est vrai. Tu vois, elle est allée dans plus de maisons, mais elle s'est achetée en moins d'exemplaires, je pense. Oui, c'est vrai, on a un ami commun qui en a 3 d'ailleurs, 2 enfants et sa femme. Bah voilà, tu vois, ça c'était mon petite analyse sans trop savoir, mais je me suis dit que la Switch a un marché un petit peu différent quand même, je trouve, avec le côté portable. Et bah pour moi en tout cas, pourquoi je voulais parler aussi de cette news en 2 mots, ça va être une année Switch pour moi, parce que bah, y a le spin-off de Bayonetta qui arrive, que j'attends très 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 fort. Il y a le Zelda évidemment, Pikmin 4 que j'espère encore. Et il y a des rumeurs qui arrivent pour un remake de Baton Kaitos. Tu te rappelles le JRPG de la GameCube? Pour moi, le meilleur JRPG de cette console, de la GameCube, qui reviendrait avec les équipes, c'est Monolith qui serait au remake. Donc les gars qui ont fait le jeu de base et qui ont fait les Xenosaga, les Xenoblade et tout, Xenochronicle après. Donc ce serait une très très bonne nouvelle. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de parler de cette petite rumeur. Et voilà, la Switch, encore un gros carton. C'est d'autant plus, je comprends pas Nintendo pourquoi ils veulent pas sortir une Switch Pro en fait. Ils ont l'air d'être tournés vers la prochaine génération de consoles, mais vu les palettes qu'ils vendent de Switch, encore une fois, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, et j'ai peur d'un syndrome Wii U 2, quoi. Ah, c'est vrai qu'ils nous font toujours un peu peur, parce que l'annonce d'une console chez Nintendo, c'est à géométrie variable, parce que c'est vrai que la Wii U, waouh, c'était bien. Généralement, ils en font une sur 2. Ouais, c'est clair. Bah ouais, mais la Wii U, ça leur avait vraiment fait mal. Faut qu'ils fassent gaffe quand même. Alors, Hogwarts Legacy, attention aux leaks. Ça va être rapide en fait, je vais éviter d'en dire un maximum. La première chose, c'est qu'il y a eu des leaks massifs sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Donc c'est un jeu qui est développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Il va sortir sur Xbox Series, PS5 et PC pour l'instant. Il sortira plus tard sur Switch, PS4 et Xbox en juillet, je crois. Le problème, c'est qu'il y a l'encyclopédie du jeu en fait qui a intégralement été mis en ligne, avec des artworks, des détails sur tous les objets, les quêtes par exemple. Ah ouais. Donc si vous voulez éviter de vous spoiler, vraiment faites attention, parce que sur les réseaux sociaux c'est le Far West, ça dégaine dans tous les sens. Moi j'essaye vraiment de rester pur entre guillemets, mais j'ai quand même vu 2 petites choses et je voulais en parler parce que ça me semble assez intéressant. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas de cross-save en fait. Donc si vous avez admettons 2 consoles, une série X et une Xbox ailleurs, vous ne pourrez pas utiliser la même sauvegarde d'une version à l'autre en fait. Donc ce qui est un petit peu dommage à l'heure actuelle. Et surtout, l'autre information plus importante, et moi ça m'a vraiment emmerdé pour le coup, c'est que toutes les maisons de Poudlard auront des quêtes dédiées, donc des quêtes secondaires, sauf une, la maison Serre d'Aigle en fait. Donc c'est la maison qui n'aura pas de quêtes dédiées à sa maison. Donc concrètement, si vous voulez avoir plus de quêtes, il faudra s'orienter plus vers les 3 autres classes. Oh, c'est dommage. C'est complètement dommage, parce que moi je voulais prendre Serre d'Aigle en fait. Ah ouais, en plus. Je voulais prendre Serre d'Aigle, j'étais chaud et tout, j'avais créé mon petit personnage déjà sur le site internet. Ah voilà, il n'y aura pas de quête secondaire dédiée à cette maison. Donc si jamais vous voulez jouer du Serre d'Aigle, bah c'est en connaissance de cause. Oh là là. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai recherché un petit peu les raisons sur internet, j'ai vu qu'ils en parlaient sur plusieurs sites et il y a un youtubeur français, Bugland, qui en parle, mais on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il n'y en a pas. C'est hyper dommage. Oui, complètement. Donc voilà, maintenant vous le savez, connaissance de cause comme on dit. L'autre point aussi, je voulais aborder, donc c'est toujours sur Hogwarts Legacy. En ce moment, il se tape un review bombing sur Steam assez conséquent en fait, et des joueurs essayent de le classer en 18+, en contenu mature pour qu'il y ait moins de visibilité sur ce jeu. Pourquoi ? Parce que J.K. Rowling a tenu des propos jugés transphobes sur Twitter il y a quelques années, et vrai. Depuis, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui sont chauds, qui veulent jouer à un jeu de l'univers d'Harry Potter, et ceux qui sont entre guillemets SJW, qui essayent de faire taire ce jeu, quoi. Encore une fois, il y a énormément de gens qui travaillent derrière, et c'est pas parce que des propos de l'autrice, qui n'a pas contribué au jeu non plus en fait, ne plaisent pas, tout le monde devrait être impacté en fait. Ouais, c'est dommage. Pensons aux développeurs, ça coûte cher un jeu vidéo, c'est des années de travail,
Et ça serait dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. En plus, les fans du jeu Harry Potter qui ont même pas connaissance de ces débats ou de cette sortie dit transphobe, franchement, je sais pas ce qu'elle a dit, mais c'est dommage de les faire culpabiliser aussi, de leur dire de pas acheter un jeu. Enfin, Harry Potter, c'est un univers qui est quand même très très familial et apprécié par énormément de monde. Donc, après, je comprends le combat évidemment, mais en tout cas, ceux qui ont juste envie de profiter du jeu, c'est dommage de les faire culpabiliser aussi par rapport à ça. C'est ça, oui. Puis il y a certains youtubeurs français qui ont mis en avant le fait qu'ils joueraient pas à ce jeu à cause de ça et tout. Donc c'est vrai que... Ils ont le droit. Oui, mais quand on se dit fan de jeux vidéo, et surtout, on sait qu'il n'y a pas qu'une personne qui travaille derrière un jeu, en fait. Donc il faut aussi reconnaître les talents qui ont travaillé derrière, des gens qui ont possiblement crunché, en fait. Et je trouve que c'est un petit peu égoïste en soi. Et encore une fois, même si elle a été créatrice de l'univers... c'est sa marque, entre guillemets, elle n'a pas participé au jeu, en fait. Donc ça reste... par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est numéro 1 des réservations à l'heure actuelle. Oui, il va cartonner. Partout, à un point que les éditions de luxe sont plus disponibles sur Amazon pour l'instant, en tout cas sur Xbox, que ce soit chez Leclerc ou même d'autres enseignes. Et même sur Instant Gaming, la page, elle a été mise en attente, en fait. Pour l'instant, il n'y a plus de clé de disponible. Non, mais c'est certain que ce sera un gros carton. Après, simplement, chacun appréhende cette affaire, entre guillemets, comme il le souhaite. Mais voilà, ce que je disais, pas faire culpabiliser les autres, pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Chacun fait ce qu'il entend avec son libre arbitre. Et c'est le respect avant tout, comme ça. Voilà, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, je suis chaud patate. Et on va attendre ton test. J'ai hâte, parce que moi, l'univers Harry Potter me parle pas, mais je suis très, très... j'ai vraiment hâte de voir ce que le jeu va donner. Parce que je trouve que c'est ambitieux d'adapter une telle saga, donc je trouve ça donne envie en tout cas. J'ai posé exprès 3 jours, donc normalement je vais bien avancer dessus. On aura un joli test. Et en parlant de test, je crois que c'est à moi pour le test de la semaine, donc qui est le jeu Moonlighter. Donc je vous avais promis, j'avais teasé la semaine dernière un jeu qui rend accro, addict. Et c'est le cas, je l'ai fait une douzaine d'heures de jeu quand même, 12-15 parce que j'ai assez rushé le jeu. Mais franchement, j'avais du mal à décrocher. Donc, qu'est-ce que ce jeu ? Sorti en mai 2018 sur PC. Donc, vous allez dire pourquoi je ressors un jeu de 2018. C'est qu'il est sorti là cette fin d'année dans le PS Plus. Et c'est un jeu que j'avais testé en bêta sur PC. Et là, comme le jeu est arrivé sur le PS Plus, je me suis dit, très bien, allons-y. Il est dispo aussi dans le Game Pass. Donc, ces services, comme j'aime bien dire, ça donne au moins un second souffle, une seconde jeunesse à ces jeux. À beaucoup de jeux. Oui, c'est surtout aux jeux indés, c'est une belle visibilité. Donc c'est développé par Digital Suns, donc un petit studio espagnol. Et c'est un jeu de style roguelite, jouable en solo, du pixel art du plus bel effet. Mais avant de commencer, je vais vous décrire un petit peu ce qu'est le roguelite pour bien comprendre ce qu'est le genre. Donc déjà, c'est un de mes styles de jeu préférés. C'est un sous-genre du roguelike, le roguelite. Et en fait, on est sur des niveaux qui sont souvent générés de façon procédurale, donc aléatoirement. Le positionnement des salles, les objets à trouver, les monstres, tout ça entre chaque partie, ça change. Si on meurt, la partie qu'on est en train de faire se stoppe, le donjon s'arrête, on sort du donjon, on reprendra à 0. Sauf que entre chaque donjon, on a une petite interlude, donc ça dépend des jeux. Là, c'est une ville qui nous permet d'améliorer notre personnage. Comme ça, il devient de plus en plus fort et on ira de plus en plus loin jusqu'à atteindre la fin du jeu comme ça. Donc, on va faire des donjons, on va mourir, on va reprendre les donjons, on va devenir de plus en plus fort et petit à petit, on va aller de plus en plus loin jusqu'à la fin du jeu. Donc, les gros du genre, c'est The Binding of Isaac, Dead Cell, Hades, que tu as beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup kiffé, ouais. Excellent jeu. The Cult of Lamb, dont j'avais fait le test aussi, qui est un roguelite. Donc, il y a de quoi faire. C'est vraiment un style qui est très très populaire, très apprécié des joueurs, qui est une formule, c'est vrai, qui fonctionne bien. Donc, revenons à Moonlighter. Maintenant, on sait que c'est un roguelite. L'histoire, on prend place dans la petite ville de Rinoka, imaginaire. Dans cette ville, il y a un seul commerce. Donc, c'est pas le petit Franprix ou casino du coin. C'est la petite boutique de notre cher héros Will, qui est un marchand. Mais un marchand qui a un petit peu de goût de l'aventure. Et dans ce village, il y a des ruines abandonnées depuis longtemps, dans lesquelles on va plus trop parce qu'elles sont dangereuses. Et à l'intérieur de ces ruines, il y a des artefacts mystérieux qui valent beaucoup d'argent. Donc oui, qui est en même temps marchand et aventurier, il va se dire quoi ? Il va aller dans ces donjons, un petit peu poussé par le sage de la ville qui clairement voit l'intérêt pécunier de la chose et nous envoie donc dans les donjons pour récupérer ces artefacts et les vendre.
Voilà le pitch du jeu. Très simple, mais au moins c'est simple, clair, efficace. Après, l'histoire n'est clairement pas le grand intérêt du jeu. Oui, dans ce genre de jeu, c'est très secondaire, tout à fait. Ouais, c'est plus le gameplay. Et justement, le principe. Comment on va jouer ? Donc, on explore des donjons qui vont nous permettre de récolter des artefacts que l'on va looter, que l'on va récupérer du coup sur les ennemis ou dans des coffres. On rentre au village. On a une petite boutique, donc on va vendre nous-mêmes les artefacts qu'on va récupérer. Donc, j'expliquerai le système du magasin après, mais vous allez voir, c'est très cool. Ensuite, dans cette ville, une fois qu'on a vendu nos artefacts, on a de l'argent. Donc, on peut améliorer son personnage, comme je disais, pour aller toujours de plus en plus loin dans les donjons. On peut améliorer la ville aussi, améliorer son magasin, et on retourne dans le donjon. On récupère des artefacts et hop, la boucle de gameplay s'installe. J'ai vu un petit design à la Zelda en plus, en vue de dessus, c'est ça ? Exactement. Donc c'est cool, c'est joli. Tu m'offres une transition qui est excellente parce que j'allais parler des donjons. Et le premier point que je voulais aborder, c'est que c'est complètement, les donjons, c'est du Zelda-like en mode 2D. Hein. Donc on a une salle qu'on va clean, on va tuer tous les ennemis, on va récupérer les objets de façon aléatoire. Donc en haut, à droite ou à gauche, il y aura une porte, on passe la porte et on arrive dans une autre pièce avec, là, comme je disais, généré complètement aléatoirement, donc on ne sait pas dans quoi on va arriver, dans quoi on va mettre les pieds, et on va dans ce labyrinthe jusqu'à un premier boss et avancer petit à petit. Donc il y a 4 donjons différents avec une difficulté élevée, qui augmente à chaque donjon. Ils sont sympas parce qu'ils ont un biome, une atmosphère un petit peu différente. La première, c'est la pierre, c'est des golems. Il y a le désert un peu égyptien, bref, je ne les fais pas tous pour que vous découvriez. On loot beaucoup d'objets évidemment, donc on remplit très 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 vite notre inventaire et j'en parlerai juste après. Ah, ça se remplit vite. Mais ouais, l'inventaire se remplit vraiment très très vite. On a un médaillon qui nous permet de rentrer au village quand l'inventaire est plein. Simplement, il coûte. D'utiliser ce médaillon, ça coûte de l'or, donc il faut s'assurer d'avoir assez rempli son sac pour rentabiliser le coût du médaillon. Et en termes de gameplay, c'est tout simple, on a un bouton pour frapper, un bouton pour esquiver, un bouton spécial qui est soit un bouclier, soit un méga coup selon l'arme qu'on a, un bouton qui nous permet de swapper d'équipement, on peut en avoir 2 sur soi, donc moi j'avais épée bouclier et j'avais l'arc par exemple. D'accord. Et un bouton pour la potion. Et donc je parlais de l'inventaire et c'est un point très, très, très central dans le game design parce que la place est très limitée dans notre inventaire, mais c'est voulu, très limité. En fait, on loot beaucoup dans ce jeu et il y a une vingtaine ou une trentaine de places dans l'inventaire. Donc ça paraît beaucoup, mais ça se remplit très vite. Mais c'est voulu parce que c'est à nous de garder les objets qui rapportent le plus d'argent. Sauf que quand on fait un donjon pour la première fois, on ne sait pas quels sont les objets qui rapportent de l'argent. Il faut retourner à son magasin, fixer des prix, bref, il y a tout un travail. Vérifier à l'avance et tout. Ah, donc il y a toute une part un petit peu de gestion peut-être de ces ressources pour gagner un maximum d'argent, quoi. Exactement, cool, ça va être le tout dernier point que je vais évoquer, la gestion du magasin. Mais en tout cas, cet inventaire, il est vraiment central parce que donc on fait le choix du loot, des objets qu'on va garder, et aussi il y a certains objets qui ont des contraintes sur eux. Donc on va récupérer un objet et par exemple on va devoir le placer forcément en bas de son inventaire ou en haut ou à gauche ou à droite, ou on prend un objet qu'on ne sait pas s'il est rare ou pas, mais en tout cas il dit une fois arrivé dans la ville, l'objet qui est à droite de celui-ci sera détruit. Ok. Donc il y a toute il faut en même temps faire du micromanagement à l'intérieur de son inventaire pour bien tout caser, bien tout caler, et une fois qu'on rentre au village, bien rentabiliser du coup ce qu'on a récupéré. Donc ça rajoute une petite dimension déjà gestion de l'inventaire au sein du donjon. C'est très sympa. Ouais, d'accord, ok. Ouais, et cool. Une fois arrivé à la ville, ce que je disais, on va dans son magasin, et là, on arrive avec plein de loot, plein de stuff, avec des objets qui ont des noms un peu bizarres. En plus, c'est des artefacts mystérieux. Et on a notre petit étal et il faut fixer des prix. On a très peu d'indications pour fixer des prix, simplement une grille qui nous dit tel objet est moins cher que l'autre sans savoir le prix, mais en tout cas on a un ordre de graduation des items et on fixe nos prix un petit peu au hasard. On ouvre notre magasin et selon, donc il y a plein de clients qui viennent dans le magasin et ils vont avoir des smileys au-dessus de leur tête. Si le smiley il a des pièces d'or à la place des yeux, c'est-à-dire qu'on a vendu notre item trop peu cher. Si par exemple il a un sourire, on l'a vendu au bon prix. Si par exemple il tire la tronche, il est pas content, on l'a vendu trop cher. Et c'est avec ça, la réaction des clients en face de l'item, qu'on va modifier le prix, essayer d'arriver à un prix au plus juste. Si on est en galère de thunes, on va essayer de tirer un petit peu les prix vers le haut. Enfin, il y a une vraie dimension gestion du magasin, gestion des prix de vente de nos items, avec un petit cahier de consignes qui nous permet de noter est-ce que les prix sont attractifs ou pas. Et ça
c'est excellent. C'est méga original, ça, c'est cool ça. C'est ultra original. Et c'est pour ça que moi, ça m'a rendu dans les premières heures complètement addict. Parce que je découvrais des nouveaux items au fur et à mesure dans le donjon. J'étais content de retourner dans la ville pour les vendre, regarder si je génère de l'argent ou pas. Et autre mécanique en termes de game design qui est très intelligente, c'est que ces items, ils te servent pas uniquement à faire de l'argent. Ils te servent aussi à améliorer ton personnage parce que tu as un forgeron dans la ville. Petit à petit, tu fais évoluer ta ville et tu fais venir un forgeron. Et il a besoin de ces mêmes items pour améliorer ton équipement. Donc, tu dois en faire en même temps le choix de bon, bah là, je rentre au village. Est-ce que de mes items, j'en fais de l'argent parce que j'en ai besoin? Ou est-ce que j'améliore mon personnage, quitte à pas faire de thunes? Donc, il y a en même temps des petits sacrifices à faire. Et quand on est dans le donjon, du coup, on se dit, bah, il faut plutôt que je ramasse de ça pour améliorer mon équipement, même si ça me rapporte plus de thunes. Enfin, il y a toute une gestion du loot qui est très très bien dosé. D'où l'intérêt du sac avec les objets limités, quoi, en fait. Et voilà, tu vois l'intérêt de l'inventaire. C'est vraiment à l'intérieur des donjons, il y a les combats, mais il y a une vraie gestion de l'inventaire qui est capitale, et anticiper ce que l'on a envie de vendre et à quel prix, et anticiper aussi ce qui va nous servir pour améliorer notre équipement. Et ça, c'est très malin. Et donc, avec l'argent, donc on améliore notre personnage à travers donc des équipements qu'on peut améliorer, faire agrandir son magasin. Donc, si on améliore les caisses enregistreuses, les clients, ils laissent plus de pourboire, donc on se fait plus d'argent. On peut améliorer la déco de notre magasin, ce qui permet le temps d'attente des clients est réduit. S'il y a trop de monde à la caisse, ils patientent plus facilement. Ils lâchent pareil plus de pourboire, donc c'est assez sympa. Et on fait venir aussi on peut ouvrir d'autres commerces à l'intérieur de notre ville avec cet argent. Donc, c'est très central, l'or. Bah ouais, en tout cas, c'est vachement... ça a l'air addictif, parce que rien que dit comme ça, moi, j'ai envie d'essayer, tu vois. Eh ben, je te conseille d'essayer, au moins fais le premier donjon, en plus, c'est gratuit dans le Game Pass. Ce que je te conseille pour te donner un ordre d'idée, au moins du concept, peut-être que tu vas pas aller au bout, il y a une dizaine d'heures, mais au moins pour bien imaginer ce que je dis, fais-toi un premier run. Tu vois, donjon, tu récoltes tes objets, tu vas les vendre en magasin et tu fais cette boucle de je fais le donjon, je remplis mon inventaire. Pour voir un petit peu, ouais, comme carrément. Ça, tout de suite, tu vas comprendre le concept. Ouais, carrément. Donc, les plus. Le concept, dans les plus, tu l'as compris et c'est ce qui est attractif. C'est le mix gestion de magasin, donjon, c'est très très cool. Un autre point positif que tu as toi-même cité en regardant un peu les artworks, c'est la direction artistique, le côté Zelda et tout qui est très mignon, très bien fait. La gestion de l'inventaire, comme j'ai dit, ça apporte un vrai plus. L'évolution de la boutique et de la ville que j'ai bien aimé. Une difficulté aussi plutôt bien dosée. C'est jamais frustrant, on prend plaisir en termes de difficulté du début à la fin pour moi. Et il y a 4 donjons et ils ont des univers assez variés. Et je suppose qu'on trouve des objets différents dans chaque donjon, forcément liés à leur univers. Exactement. Et du coup, qui dit objet nouveau, dit tu te retrouves avec des objets que tu connais pas, tu dois dresser des nouveaux prix que tu essaies d'imaginer et ce côté découverte des objets, fixer les prix, ça perdure tout le long du jeu parce que dès que tu récupères des nouveaux objets, tu connais pas le prix de vente et il faut pas se planter. J'ai déjà vendu un truc... oui, c'est ça, il faut doser. J'ai déjà vendu un truc à 500 or alors que ça valait 10 000. Là, j'étais vénère, mais c'est le pouvais pas savoir, même du jeu, quoi. Et le client était très content. Oui, tu m'étonnes. Les petits moins, et il y en a. Tout n'est pas parfait dans ce jeu. Il n'y a aucune rejouabilité. Souvent dans les roguelites, on aime bien se relancer des runs de temps en temps. Là, quand on est arrivé au bout du jeu, on est en même temps arrivé au bout du concept. J'ai fait 12 heures de jeu. Je suis arrivé à la fin du jeu. Et à mon sens, c'était le moment que ça se termine. Parce que cette routine qui s'installe perd à chaque heure de jeu un petit peu de son intérêt. C'est très 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 cool au début. Mais au bout de 10 heures, on fait nos donjons, on vend nos objets, on fait nos donjons, on vend nos objets. La fin arrive. Et elle fait bien arriver. Ouais, c'est typiquement le genre de jeu, du coup, qui est fait pour être dans les systèmes par abonnement, en fait, du coup, au final. Comme ça, tu le fais, tu kiffes bien, et puis une fois que t'as terminé, tu passes à autre chose avec des bons souvenirs, quoi. Il s'y prête très bien, ouais, exactement. Autre point négatif, les premiers points... Finalement, le jeu, la fin s'installe. C'est pas des gros défauts à mon sens. L'aventure, elle est, voilà, on arrive au bout de l'aventure. Oui. La lassitude s'installe à ce moment-là. Ça tombe bien, le jeu s'arrête. Voilà, fin de l'histoire. Des jeux plus courts que les autres, c'est bien aussi. Oui, ça fait du bien. C'est une parenthèse qui était hyper agréable. Et vous avez vu, le concept était vraiment chouette. Donc non, c'était très bien. Par contre, l'histoire, le scénario, complètement anecdotique. Ils ont tenté un petit truc sympa à la fin, mais franchement, pour moi, c'était un peu zéro l'histoire. La ville, elle est pas très vivante en fait. La ville donc de Rinoka qu'on fait évoluer avec le temps, on fait venir du monde, mais à part 4 autres PNJ que nous, il y a des petits mecs qui se baladent dans la ville, ok, mais les lignes de dialogue entre eux,
c'est parfois les mêmes, donc là tu te dis en termes d'immersion c'est un peu naze, et les persos, tu as des skins qui reviennent, un peu pareil, donc la ville est assez vide à côté. D'accord. Pour conclure, donc le coin presse, donc Gamecult a mis 8 sur 10, le Metascore est à 80, donc très bien. Jeuxvideo.com a mis 14, Gameblog avait mis 6, et Actu Gaming ont mis 8, donc c'est des notes quand même relativement bonnes. Moi, je vais pas mettre de notes, ce n'est que mon avis. Donc c'était une très belle surprise pour moi, c'est ce que j'aime dans les jeux indés, tu sais que je suis très très jeu indé, Kira, mais c'est parce que pour moi la créativité elle est quand même beaucoup dans les jeux indés. Donc là on a un mélange quand même de jeux de gestion de boutique, de gestion d'inventaire avec des donjons à la Zelda, où tu te prends un peu pour Indiana Jones puisque tu récupères des artefacts un peu mystérieux, et franchement c'est un mélange qui fonctionne très bien. C'est vrai que c'est original. Donc l'effet waouh très présent dans les premières heures de jeu, je dirais de 1 à 5 heures de jeu, tu te dis ouais, quand même le concept est vraiment fort, c'est juste que ça descend un petit peu, mais quand même l'aventure elle vaut son pesant d'or. Et petite chose à préciser aussi, il y a un DLC qui est sorti à 6€, j'ai même pas pris, donc il ajoute un nouveau donjon, de l'équipement, des nouveaux monstres, boss, etc. Mais ça m'a pas trop intéressé, bien que dans ce DLC ils ont mis des choses dedans sans que tu payes. Ils ont amélioré le jeu quand même. Par exemple, dans ta boutique tu peux avoir des voleurs, et c'est vrai que je me suis fait chourer des fois des objets, donc il y a un mec qui arrive, il t'achète pas l'objet, il se barre avec, et ça faut lui courir après. Bon, c'est un peu marrant. Ouais. Donc voilà, écoute, et si tu peux tester et me dire ton avis, et nous dire ton avis la semaine prochaine, ça peut être cool, au moins te faire un petit premier loop, donjon, magasin, et que tu vois un peu, ça peut être... Ouais, je vais tester ça, j'ai quasiment fini Future Soldier là, donc juste après je vais tester. Bon, est-ce que tu vas nous parler de quelque chose d'aussi réjouissant, de pixel art, de trucs trop mignons ou pas ? Alors exactement, on est totalement dans le même délire, mais en film en fait, et avec des meurtres glauques. Sinon c'est pareil. Ah, ok. Alors, je vais parler du film Barbare. Donc, c'est une recommandation d'un auditeur, Papy Gamer, pour ne pas le citer, que je remercie, car ce fut pour le coup un bon film. Donc, c'est un film américain de Zach Krieger et non Kruger, c'est aucun lien de parenté, qui est donc sorti le 26 octobre 2022 sur Disney+. Donc voilà, un film d'horreur sur Disney+. C'est pas commun, mais pour le coup, c'était plutôt intéressant. C'est étonnant. Au niveau du synopsis, donc, se rendant à Détroit pour un entretien d'embauche, Tess se retrouve à louer un Airbnb. Mais lorsqu'elle arrive tard dans la nuit, elle découvre que la demeure est déjà occupée par un homme étrange du nom de Kess, qui y séjourne déjà. Malgré la gêne, et surtout la pluie à l'extérieur battante, elle décide, résignée, d'y passer la nuit. Les hôtels aux environs étant déjà complets, et surtout, c'est la ville de Détroit, donc c'est pas forcément la ville la plus accueillante du monde. J'avoue. Lors de sa nuit, elle est réveillée de son sommeil par des sons mystérieux. Tess va donc s'embarquer malgré elle dans une série de découvertes terrifiantes. Voilà, donc ça c'est un pitch somme toute classique, mais pour le coup qui est quand même... ça te donne envie quand même. Voilà, qui est quand même assez addictif. J'ai trouvé ça assez original, le principe du Airbnb en fait, avec les réservations en même temps et tout, enfin, je trouve ça même plutôt cool, et surtout ça permet de spéculer sur éventuellement ce qui se passera en fait. Donc je vous déconseille de regarder la bande-annonce avant de voir le film, car elle spoil vraiment beaucoup, et je l'ai regardé après, et c'est vrai que la bande-annonce donne pas mal de clés, ce qui est un petit peu dommage. Moi j'ai regardé le film en étant vierge de tout ça, et c'est vrai que pour le coup, je faisais mes propres théories en avançant au cours de l'histoire, et c'était plutôt sympathique. Au niveau du casting, on a Georgina Campbell, qui n'a pas fait de grands films ou de grandes séries télé. Par contre, elle est quand même l'un des personnages principaux de la saison 4, épisode 4 de Black Mirror, Hank the DJ. Je sais pas si tu te souviens, c'est l'épisode avec l'application de rencontre. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Où l'application te met avec quelqu'un et tu dois soit rester 1 heure, soit 1 an, soit 10 ans avec la personne et tout. Ah, c'est excellent. Ouais, il était bien cet épisode. Il était très bien cet épisode, et donc c'est elle le personnage principal. On va retrouver Bill Skarsgård qui jouait Pennywise dans ça, et Justin Long, un acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui était surtout habitué au rôle comique, mais qu'on a aussi retrouvé dans Jeepers Creepers, un autre film d'horreur qui est un de ses tout premiers rôles, et qui joue dans l'abominable Die Hard 4 également. Donc c'est un très bon casting. Comment dire ? Je vais éviter de spoiler, donc je vais me contenter du strict minimum. Pour ce qui est de l'horreur pure, en fait, il n'y a pas vraiment de scène d'horreur pure, à proprement parler. C'est plutôt un climat de peur et une ambiance un peu glauque. Il y a quelques jumpscares bien fichus, mais ça reste plus un film à ambiance, un petit peu comme le dernier Black Phone qui était sorti, en fait. Excellent film. Ouais, carrément.
Ce qui m'a plu également, c'est que le film se passe à Détroit. Donc, quand on connaît un petit peu la ville de Détroit, c'est une ville qui est connue pour avoir le plus fort taux de criminalité et de marginaux des États-Unis, en fait. Et pour le coup, la ville donc tient un rôle central dans l'ambiance, car même si tout se passe à peu près dans la même maison, on va dire, le fait de savoir que c'est à Détroit, c'est un petit peu un terrain hostile quand même, faut dire ce qui est, ça joue aussi beaucoup sur mais qu'est-ce qui se passe en fait dans cette maison. Du coup, la sociologie de la ville, ses habitants, ses quartiers font partie intégrante du film. C'est non seulement un décor, mais c'est aussi du coup très bien utilisé dans l'histoire en fait. À un moment, on a un flashback qui se passe dans les années, je dirais 60, 60 voire début 70 en fait. Et c'est marrant, c'est quand on passe sur le flashback, ils ont changé le ratio de l'image en fait. Ils ont mis un ratio d'époque. Donc on va se retrouver avec des bandes noires sur les côtés. On a l'impression que les images sont plus étirées vers le haut et surtout avec un grain d'époque en fait. Donc on a vraiment cette impression de regarder l'époque de l'âge d'or de Détroit par exemple, avant que tout se casse la gueule. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau des plus et des moins, j'ai mis les décors, pour les plus bien sûr, hein. La réalisation que j'ai trouvé vraiment très très bien maîtrisée, une esthétisme général qui est quand même très abouti. Le casting qui fait vraiment le taf, le pourquoi du comment, et en plus d'être malaisant, est très intéressant pour le coup, car il y a plusieurs degrés de lecture. Ça fait jouer un petit peu sur l'empathie, la monstruosité, enfin c'est pas tout blanc ou tout noir en fait, donc c'est assez intéressant. Là où je suis un peu déçu, c'est la fin, que j'ai trouvé assez cheapos en fait. C'est-à-dire tout le film te crée une ambiance de port avec pas mal d'éclairage à la lampe torche, filmé dans la pénombre, c'est assez sombre et dark. Oppressant. Voilà, oppressant. Et la scène finale, c'est comme si, alors, pour pas spoiler, hein, c'est comme si ça se passait en plein jour et qu'on voyait tout en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Et surtout, il y a un retournement de situation de certains personnages que j'ai trouvé très très prévisible, bien que l'acteur joue très bien. Et quand on connaît certains acteurs en fait et qu'on regarde le film avec notre bagage, en fait, on a tout de suite de l'empathie pour certains personnages qui au final ne sont pas ce qu'ils sont. Et à contrario, pour d'autres personnages qu'on pourrait penser méchants, mais en fait pas du tout en fait, parce que justement ils jouent sur ce background là. Donc c'est intéressant pour le cinéphile, et pour le novice, ça permet de suivre une histoire qui est quand même très très cool. Et la musique qui est quand même très anecdotique pour le coup. Il n'y a pas dommage. Voilà, il n'y a pas de morceaux iconiques ou quoi que ce soit. Il y a quelques musiques d'époque, d'ambiance ou quelques musiques actuelles, mais voilà, mais ça s'arrête là. Donc c'est une bonne recommandation. Je vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler. Ça serait dommage de vous raconter la fin. Après, je ne peux que vous encourager de le regarder. C'est un bon petit film d'horreur avec quelques effets gorasses par moment, très intéressant. Et la maison, c'est plutôt Manor Spencer ou un motel un peu bidon? Alors non du tout. Alors j'ai bien aimé la maison parce que ça ressemble vraiment à une maison de Monsieur Tout le Monde aux États-Unis en fait, un petit peu designé Ikea, tu vois. C'est un design nordique un petit peu avec des chaises plutôt sympathiques et tout. Le propriétaire du Airbnb en fait étant une personne assez aisée, il y a vraiment, c'est comme si le mec il avait tout designé en catalogue et il était jamais venu, tu vois. Donc du coup il y a un côté très réconfortant quand on voit l'intérieur de cette maison en fait, parce que ça parle à tout le monde, sauf que derrière c'est pas forcément si réconfortant que ça, quoi. Et puis rien que franchement, je vais regarder, je pense. Rien que le malaise de la fille qui arrive en pleine nuit, genre à minuit, 1h du mat, il pleut à verse et qui découvre qu'il y a un mec qui est en train de pioncer dans la maison, qui lui ouvre la porte, qui a l'air très sympathique au demeurant, mais tu dis super, hein, j'ai loué Airbnb, il y a quelqu'un chez moi, le mec pareil, donc est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est une pure coïncidence? Est-ce que c'est lié aussi à l'entourage de la ville? Enfin, il y a plein de questions qu'on peut se poser. On va sur plein de fausses routes, donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais au final, ça reste... J'ai été surpris à quelques moments, bien que je m'attendais à beaucoup de choses sur la fin. D'accord. Bon, cool, hein. Ça me donne très envie. C'est un petit film et tout, donc je remercie encore une fois Papy Gamer parce que c'était une bonne recommandation. J'aurais dû le faire avant, mais malheureusement c'est le film que je voulais chroniquer quand j'ai eu la grippe, et du coup ça faisait un peu bader, donc j'avais arrêté, et là je l'ai fait cette semaine. Écoute, carrément, merci à lui, hein. Très bonne recommandation, je vais regarder, je pense, ce soir. Oui, c'est toi qui aimes bien ce genre de film, à mon avis, je pense que tu vas passer un bon moment. Ouais, carrément, c'est ma cam. Donc on a fini pour toute la partie
pour toute la partie, toute l'émission du moins. C'était plus rapide. Bah ouais, toute la partie podcast, on a fini. C'était plus rapide cette semaine. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, Facebook, Twitter, mettez un like. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez des amis qui sont également passionnés de jeux vidéo. Ça fait plaisir de les accueillir au sein de la taverne. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout dans les applications de podcast ou sur YouTube, car ça nous aide beaucoup au référencement. Carrément. Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu vas faire la semaine prochaine en test ? Pour teaser un petit peu. Oui, j'ai une petite idée. Je pense parler d'un jeu mobile. Extrêmement addictif qu'on m'a conseillé et que je ne décroche plus depuis 3 semaines. C'est la première fois qu'on va faire un jeu mobile, je crois. C'est la première fois qu'on va faire un jeu mobile, et surtout moi qui n'aime pas les jeux mobiles de base. En fait, en gros, ce jeu-là, à part le contexte, il n'y a rien qui pourrait me plaire de base, mais le jeu est trop bien en fait. Donc c'est pas ma cam, mais je m'éclate. Et moi, mon sujet ce sera un animé japonais. Vous verrez ce que c'est, j'en dis pas plus, mais c'est très très bien. Un petit peu de teasing ne fait pas de mal. Et exactement quand même, pour faire revenir les gens dans notre taverne. Exactement. Donc merci à tous pour votre écoute, en tout cas. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci à tous. Ciao. Ciao.